Mistralia, ça va, on en a vu pas mal aussi. La solution française. ChatGPT, évidemment. Gemini, Perplexity, Gemini. Delibia, ah ouais, ouais, ça c'est un sujet. C'est un sujet. OpenAI avec ChatGPT. Ah, on a un ChatGPT, ça je ne connaissais pas celui-là. Delibia, ok, ok. Bon, oui, voilà. Le plus connu étant ChatGPT, hein, c'est une solution qui est là depuis plusieurs années, hein, qui a évolué et qui est aussi un peu la base de d'autres solutions d'IA qu'on va justement évoquer. Alors, je vois des mains qui se lèvent. Si vous avez des questions, hein, je vois que il y a des mains qui se lèvent, n'hésitez pas à poser des questions justement hein, directement dans les conversations ou en questions et réponses, et on essaiera d'y répondre pendant. Alors, ok, parfait. Donc ChatGPT étant plus connu. Donc oui, effectivement, OpenAI, pardon, et Gemini, hein, c'est ce qu'on a voulu mettre un peu en avant notamment sur les recherches. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle pour faire hein, des recherches, simplement pour avoir des réponses un peu plus rapides et structurées, qui peuvent avoir autre que des simples pages Internet qui vont faire demander une lecture et évidemment un temps supplémentaire que vous n'avez pas, peut-être à l'instant T. Et donc c'est vrai que c'est un peu, ça peut être assez important et intéressant d'avoir ce côté résumé qui est très pratique quand vous voulez accéder à l'information. On a aussi donc sur de la création visuelle, Midjourney et DALL-E, qui est très utilisé notamment en communication, pour justement générer des images, des logos et beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est aussi très utilisé autant par la communication que par les profanes, hein, justement, qui se servent de ça pour pallier à un manque dans un service. Et l'administration publique, où ça a été déjà cité, donc Delibia et Maya. Hein, le jeu de mots peut être critiquable, mais en tout cas, ça existe, notamment sur la rédaction, le sourcing et l'attribution sur les parties marchés publics. On aborde un petit peu ces sujets-là, parce que c'est important de voir aussi, et ça on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, des solutions que vous avez, que vous pouvez utiliser, savoir si elles sont ouvertes ou fermées. Et justement, c'est des sujets qui vont être très importants à aborder. Et comment vous voyez ces solutions-là. On va enchaîner directement avec le fonctionnement de l'IA. Je ne vais pas vous demander comment vous savez comment fonctionne l'IA. On va directement en parler pour essayer d'avoir en fait une base pour la suite. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu notre méthode de fonctionnement pour ce webinaire. Donc déjà, nous, on a recensé en fait 3 grandes étapes dans l'IA pour essayer de la comprendre, pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc la première grande étape de l'IA, comment elle fonctionne, en fait, on va partir sur le principe où c'est une technologie qui apprend. C'est-à-dire qu'on doit la faire apprendre quelque chose. Pour la faire apprendre, il va falloir lui injecter des informations, énormément d'informations. Le but étant après que cet apprentissage serve à ce qu'elle s'en serve, donc elle raisonne. Elle raisonne comment? C'est-à-dire que vous allez lui donner des pièces rondes et des pièces carrées, elle doit comprendre que ce sont bien des pièces rondes et des pièces carrées. Et pour ça, vous lui dites simplement. C'est la preuve par l'exemple, un peu en rhétorique qu'on utilise. Là, c'est un peu la même chose. Vous dites ça, c'est une pièce ronde, elle va comprendre que c'est une pièce ronde. Si vous répétez le processus plusieurs fois, elle saura après que c'est une pièce ronde. Et ça lui permettra de résoudre des problèmes. On peut dire par exemple que la pièce ronde va rentrer dans le rond et la pièce carrée va rentrer dans le carré. Et ça, pour l'automatisation des tâches, elle le fera directement en résolvant ces problèmes-là. Vous lui apprenez en lui donnant des informations. Vous lui faites comprendre que ces informations-là servent à quelque chose pour qu'ensuite elle le fasse automatiquement. On va appeler ça un petit peu ce qu'on appelle en anglais le machine learning. C'est justement la machine qui apprend. Et ces 3 méthodes-là, ces 3 grands critères-là, vont servir justement à l'IA à apprendre, raisonner et agir, pour justement faciliter pour l'automatisation. Concrètement, avec ChatGPT, pourquoi ça a été autant démocratisé? Ça a été démocratisé simplement parce qu'on avait besoin de données, qu'on avait besoin que des utilisateurs injectent des informations, et c'est là que vous intervenez en tant qu'utilisateur. L'IA, c'est un logiciel qui est hébergé dans des serveurs qui récoltent de la donnée. Comment il récolte de la donnée? Il va ouvrir simplement les portes en disant j'ai quelque chose pour vous, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, on pouvait l'utiliser vraiment comme vous voulez, sans payer d'abonnement. Et on va utiliser donc, le deep learning, donc c'est cette
apprentissage grâce à vos données. Donc vous allez injecter des données, donc par exemple des photos, des textes, même parfois des documents complets dans cette machine-là, qui va lui le transmettre directement à un serveur, où il va stocker les données, les trier, les ingérer, les retravailler, pour ensuite répondre à notre requête, qui peut être utilisée avec des données. Je prends un exemple tout bête. Vous avez, vous, une note, et vous avez besoin de corriger cette note-là. La note est très bien construite, mais vous avez des problèmes sur les fautes d'orthographe. Vous la mettez dans l'IA. C'est une note, par exemple, pour l'arrivée d'un préfet ou l'élection d'un nouveau maire. Justement, l'actualité sera dans pas longtemps. Pour justement un discours. Vous la mettez dans l'IA complète. Elle va la traiter, corriger les fautes, parce qu'elle va pouvoir, via d'autres réponses qu'elle a eues précédemment, les problèmes de syntaxe, les problèmes grammaticaux, etc., et la rendre, entre guillemets, plus professionnelle. Il va la traiter, la condenser, et après, vous donner la réponse. Mais les informations que vous avez données, elle va les conserver. Ça veut dire que, par exemple, quand vous faites une recherche et vous dites, tiens, bah, ça va être qui le prochain maire, tiens, ça va être qui le nouveau préfet ou autre, il va se servir des informations qu'il avait stockées au préalable de la note que vous avez posée pour répondre à une question. Et ça s'est vu, justement, j'avais fait une démonstration en collectivité où, avant d'arriver en rendez-vous, j'ai fait des recherches sur ChatGPT sur, par exemple, un organigramme, et j'ai pu donner quasiment la fonction de 90% des agents présents, parce que tout avait été mis en ligne sur, je ne donnerai pas le nom évidemment, mais tout avait été mis sur ChatGPT. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Donc c'est important aussi cette notion de circuit fermé, circuit ouvert. Et du coup, pour terminer, c'est un peu une relation un peu infinie, puisque, comme je vous ai dit, l'information que vous avez déposée en retrouvant la note, si vous la remettez pour redemander autre chose, il va se servir de ces informations-là avec les nouvelles modifications, etc., 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 etc. Plus vous utilisez de toute façon l'IA, plus vous nourrissez la machine. Plus vous nourrissez la machine, plus elle devient intelligente, ou en tout cas, plus elle comprend et elle apprend. Et après, ensuite, sur sa capacité de raisonnement, sa capacité d'agir, que le logiciel, justement, va intervenir. Mais le plus important, ça reste la récolte de données. C'est pour ça que c'est très important de ce que vous faites de vos données, puisque les données que vous faites ingérer à cette machine, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, il faut bien qu'elles soient le plus anonymes possible. Vous pouvez demander, par exemple, à rédiger une syntaxe ou une note type pour une thématique donnée, sans forcément donner le nom de votre collectivité, ou votre nom à vous, ou le nom de la personne qui peut être concernée. Il existe plein de modèles différents. On peut vous générer des modèles et l'anonymiser. C'est des choses qui sont complètement faisables. Donc il faut utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. Et donc, pour ça, on va essayer de vous donner des petites pistes. Donc j'ai beaucoup parlé, et je suis masqué, en plus j'ai la voix qui casse, donc je vais laisser un peu mes dames DPO à travailler sur le sujet. Mais avant, je vais vous faire bosser aussi. Puisque on parlait justement de cas d'usage en collectivité, bah moi je vais vous demander justement, euh, avec l'IA, donc vous avez parlé évidemment de Delibia et de Maya, donc je pense qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, mais quels sont les cas d'usage que vous voyez vous en collectivité et qui peut être appliqué avec justement l'IA, professionnelle principalement, pour rester un petit peu dans le travail avec les collectivités. Vous laissez 2-3 minutes pour répondre. Et après, promis, j'arrête de parler. Ok, donc on a les créations d'affiches, écriture, courrier, révision, réunion, discours, programme informatique, rédaction. Rédaction, ça vient beaucoup. L'assistant juridique, photo aérienne. D'accord, c'est très précis. Ouais, les comptes rendus, évidemment. Rédaction de courrier, évidemment. Marché public, discours. J'ai l'élaboration, mais j'ai pas le mot complet, c'est dommage. Équipe technique, aide rédactionnelle, communiqué de presse, compte rendu, toujours, réseau, affiche, orthographe. Orthographe, oui, beaucoup. Application, assistance, courrier. Des ateliers numériques. Des ateliers numériques. Avec l'IA. Je serais curieux de savoir ce qu'ils proposent. Simplification, ouais. Avec les collègues. Ok. Création. Agent IA.
La recherche, évidemment. Bon, voilà. On va voir justement tous ces cas d'usage-là. Élaborer des discours, on a tout à fait. Assistance, courrier, réseau. Ouais, on a beaucoup de cas d'usage. On a beaucoup de cas d'usage. Donc, mesdames, je sais pas qui va prendre la parole. Eh ben, c'est moi, Julie. C'est bien, super. Bien. Je prends la main. Eh ben, je vais te laisser parler du coup du premier sujet qu'on va élaborer. Oui, j'en ai donné déjà beaucoup. J'ai noté un peu de mon côté, voir ce qui ressortait, mais oui, il y en a, ça recoupe avec quasiment tout ce qu'on a pu ressortir de notre côté, en fait. Donc, le premier qu'on avait sorti en tant que bon juriste, c'était la partie contrat. Voilà, de se dire qu'il y a votre IA peut vous servir à vous aider à rédiger un contrat pour savoir quelle clause mettre dedans. Et à l'inverse, ça peut vous aider aussi à vérifier les contrats et leur validité par rapport à ce qui doit y figurer ou non. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est l'un des premiers usages qu'on pouvait en sortir. Le second qu'on a ressorti chez nous, c'était l'usage juridique. C'était l'usage juridique. Je répondrai en même temps. T'as pas la main sur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Juridique, vas-y, excuse-moi. Donc, ce qui a été dit aussi, voilà, la notion d'assistant juridique, le fait que vous puissiez demander à l'IA, poser des questions, notamment sur de la jurisprudence, quand vous avez une problématique qui se pose, et lui demander quel article de loi parle de votre problématique, est-ce qu'il y a eu des arrêts qui en ont parlé, voilà, ce genre de choses. Mais toujours est-il voilà, que c'est des usages qui sont possibles. Il peut y avoir des IA un peu spécifiques aussi dans ces cas-là, selon les cas. On peut avoir aussi un usage assez courant qui est de la rédaction de mails. Voilà, parce que vous pouvez avoir rédigé des mails qui ont différents tons, que ce soit des choses très formelles ou des choses qui s'adressent à vos collègues. Ça peut être des fois plus compliqué de savoir quelle formule mettre à quelqu'un. Donc, l'IA peut vous aider en vous proposant des modèles de rédaction pour pouvoir écrire des choses qui soient justes et pour les bonnes personnes. Sur la suite, on a dans le domaine aussi des ressources humaines, qui est un domaine sur lequel il y a de plus en plus d'IA qui est poussé auprès des collectivités. De plus en plus de solutions, de commerciaux de solutions vont venir chercher sur ces points-là. Ça peut avoir des avantages sur le fait, par exemple, de pouvoir traiter, par exemple, en masse les CV, de pouvoir faire un pré-tri par rapport à des critères qu'on aurait mis dedans. Ça peut servir aussi, comme vous disiez, de faire des rédactions de compte rendu en lui ingérant déjà toutes les données de CV ou autres. Et ça peut préparer, par exemple, aussi des organigrammes. Voilà. Ça peut aider, en fait, dans toute cette sphère-là qui est... Mais c'est pareil. Là, on doit faire un petit peu attention parce qu'on touche quand même à de la donnée sensible. Voilà. On commence à rentrer dans ce domaine-là. Après, autre point qui a pu être vu, c'est l'aide technique. Là, c'est tout ce qui est, chez nous, c'est des choses qu'on a pu ressortir, notamment sur la création de lignes de code ou ce genre de choses, de l'assistance aussi, sur des problèmes assez, on va dire, assez simples et qui permet en fait aux collègues du support de se pencher sur les problématiques plus complexes qui demandent réellement de mettre plus de temps homme dessus. Voilà. Donc voilà, ce côté technique permet en fait d'éviter les tâches plus rébarbatives et aller se concentrer sur les tâches plus qualitatives. Typiquement, vous avez sur Excel une formule, vous ne vous souvenez plus comment ça fonctionne. Vous demandez à ChatGPT, ChatGPT vous sort la formule, vous avez juste à faire un copier-coller. Et puis voilà, maintenant le problème est réglé. Alors qu'avant, il fallait demander au support. L'autre point, c'est la partie recherche. Notamment, voilà, ça peut se retrouver avec d'autres, mais voilà, c'est de manière globale, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, de se dire que quand vous avez quelque chose, une information que vous voulez chercher, vous pouvez en fait demander à n'importe quel outil d'IA que vous avez, que ce soit celui dans votre téléphone ou sur votre navigateur, sur un navigateur, de lui demander d'aller chercher pour vous un document, une information, et il va vous recouper toutes les informations qu'il va trouver qui répondent à votre question. Voilà.
Et en général, il vous donnera aussi les sources derrière qui vont avec ces recherches, qui vous permettent, vous, derrière, de vérifier ce qu'il vous donne comme information, si c'est juste ou non. Voilà. Et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien évidemment de pouvoir demander à ChatGPT ou autre IA de vous corriger, de relire ce que vous venez, le texte que vous venez de faire pour vérifier s'il y a des fautes d'orthographe, pour aussi, voilà, pour vérifier aussi peut-être des tournures de phrases. Ça va. C'est un outil qui est quand même très pratique pour ça. Parce que on a beau faire relire par un humain, bah, il y a des fois où on a des biais, on peut toujours louper une ou deux fautes. Donc là, ça peut vraiment avoir un intérêt. Ah, bien sûr, on parle de ces cas d'usage-là. Là, on vous a listé un peu tout ça, mais il faut savoir qu'il y a toujours des équivalents, des pendants à ces solutions d'IA. On prend l'orthographe, bah, vous avez Scriben, par exemple, qui est un très bon site qui permet de corriger vos fautes en vous apprenant, sans vous corriger directement. Donc, vous devez aller voir le mot, il vous explique des règles grammaticales. Moi, je sais que je m'en sers énormément parce que je suis pas bon en orthographe. Et du coup, justement, je l'utilise beaucoup. La recherche, vous avez Google. Enfin, c'est toujours moins énergivore que c'est une IA. L'aide technique, vous avez des solutions aussi qui s'appellent GitHub, vous avez plein de choses avec des forums d'entraide où justement on peut s'appuyer les uns sur les autres, toujours sur Internet pour essayer de trouver l'information. Ressources humaines, après ça c'est un sujet qui est un peu plus complexe où là des fois bah, ça nécessite des recrutements et malheureusement c'est compliqué. Des rédactions de mails, rédactions de notes, tous ces sujets-là, on a déjà plein de modèles qui existent sur Internet. Malheureusement, certains sont privés et payants, mais beaucoup quand même sont encore disponibles et gratuits. Scribd, oui voilà, merci Madame Buffet. Et le juridique, attention, trait et contrat, c'est pareil, c'est le même problème. On va en parler dans les avantages et inconvénients. J'en fais juste une petite parenthèse ici. Ce sont des sujets, du coup, qui sont utilisés par l'IA. L'IA n'est pas infaillible. Vous avez sûrement entendu de certains profs dans certaines écoles qui utilisent justement, qui incitent les élèves à utiliser l'IA pour leur montrer que l'IA se trompe. L'IA se trompe. Depuis peu, elle a mis un message, notamment sur ChatGPT, où que ces informations ne sont pas fiables à 100%. C'est pas anodin. Ne vous fiez pas uniquement qu'à l'IA. Il faut toujours vérifier ses sources, c'est toujours important, sur n'importe quelle recherche. L'IA reste une sorte de moteur de recherche un peu évolué. Donc, on peut en faire, évidemment, je grossis très, c'est pas tout à fait ça, mais l'utilisation que vous pourrez en avoir avec ces capitales-là, c'est un peu ça. Donc, faites attention à vos sources, parce qu'elle va combiner des sources qui peuvent être mauvaises. Wikipédia, par exemple, dans ses prémices, et encore aujourd'hui, c'est pas aussi fiable à 100%, parce que tout le monde peut justement y apporter des modifications. Et quand vous avez l'IA qui va chercher, par exemple, des avis sur Google et Wikipédia qui n'est pas une source sûre, évidemment, ça donne des sujets parfois qui ne sont pas fiables du tout. Je vais laisser reprendre. Oui. Du coup, maintenant qu'on a vu les cas d'usage, on va pouvoir aborder un peu les avantages et inconvénients qui sont nombreux. Alors, j'ai la main, du coup, c'est pas ça que je suis. Ah, tu l'as pas excuse-moi, désolé. Si, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Du coup, le premier impact de l'IA qu'on peut voir, c'est l'impact économique. Donc, en effet, d'un point de vue économique, l'IA va pouvoir du coup vous aider à automatiser des tâches répétitives et du coup, ça va augmenter l'efficacité et la productivité forcément sur ces tâches. Ça va soulager aussi des agents de tâches chronophages. Mais évidemment, le pendant du coup de cet avantage, c'est la suppression potentielle d'emplois et du coup l'impact sur les possibilités d'emploi, puisque comme l'IA va venir remplacer, j'ai envie de dire, un peu sur certaines tâches, de fait, des agents auront moins de tâches, ou alors en tout cas, il y aura d'autres tâches qui se créeront. Enfin, c'est toujours un peu le dilemme avec les nouvelles technologies finalement. Donc ça, c'est pour le premier impact. Ensuite, on a... Ah bah non, ça marche pas. Ah bah oui, non, c'est bien, moi j'ai cliqué. Ça avance sur moi, sur mon PC, mais pas pour vous. C'est pas pratique. L'autre impact, du coup, c'est sur la prise de décision. Comme on l'a vu, du coup, avec Julia, au niveau des cas d'usage, il y a effectivement une aide qui va être apportée sur la résolution de problèmes, complexes ou pas, et à l'amélioration aussi de la prise de décision, avec des analyses et des prédictions de données, puisqu'on pourra avoir une analyse plus
plus poussées, plus précises, donc ce qui va quand même faciliter la prise de décision. Le problème étant sur ce point-là que on aura potentiellement un manque de transparence puisqu'on ne sait pas toujours d'où proviennent l'échantillon de données sur lequel l'IA se base. Du coup, on pourrait aussi avoir un manque comment dire, un inconvénient sur la partie interprétabilité des décisions, puisque du coup, comme je le disais, on ne sait pas d'où proviennent les données. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur ce point-là. Ensuite, au niveau du troisième impact, ça concerne plutôt la gestion des données. En effet, l'IA, elle peut gérer un grand nombre de données en très très grande quantité et de manière assez rapide et précise. Forcément, elle va aller plus vite que l'homme, hein. Et ça rejoint un peu le point qu'on évoquait tout à l'heure avec le manque de transparence, c'est qu'on ne va pas forcément avoir la main sur la qualité des données, le nombre de données qui vont être traitées. Et du coup, on ne pourra pas forcément éviter les biais, enfin les préjugés en tout cas appris par l'IA. Donc, c'est un point à prendre en compte. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, mais l'IA, c'est surtout une aide, hein. Enfin, ça remplace pas, comme disait Mathieu tout à l'heure. Donc voilà, c'est quand même une notion à avoir en tête. L'impact suivant, c'est celui de la gestion des ressources. Comme on va pouvoir du coup gérer un grand nombre de données, etc., on va aussi pouvoir optimiser en fait les ressources et les réduire en coût dans la production, enfin sur n'importe quelle activité, hein, ce qui est quand même un point pas négligeable. Mais pour que cela fonctionne en fait correctement, en fait le point qui va entrer en compte, ça va être la nécessité de former les agents en fait aux dernières technologies, puisque si on a de l'IA et qu'on ne sait pas s'en servir ou interpréter en tout cas ses résultats, etc., on ne peut pas du coup bénéficier des avantages que l'IA procure. Ensuite, on a un impact sur la personnalisation des expériences et des services. Effectivement, avec l'IA, on va pouvoir être un peu plus pointu sur les expériences et les services, pour personnaliser au maximum ce qu'on recherche, hein. En fait, plus on va être précis en fait dans notre demande, plus on va obtenir des résultats précis. Mais en fait, pour être précis, bien souvent, il faut lâcher de la donnée, beaucoup de données, de la donnée personnelle, mais aussi de la donnée peut-être confidentielle au niveau de la collectivité. Et du coup, là, le risque, ça va être de la perte de confidentialité. Et c'est un point qui est vraiment très important puisque, du coup, du point de vue en tout cas des PO aussi, il faut penser et bien avoir en tête qu'il y a toujours les notions de respect et de la vie privée, de la protection des données personnelles, on ne les manipule pas n'importe comment. Et bien vérifier aussi que quand on utilise l'IA, qu'est-ce qu'elle fait des données ensuite, comment elle les réutilise, où est-ce qu'elles sont stockées, transférées, etc. Enfin, il y a plusieurs du coup points à vérifier avant de donner de la donnée, pour le coup. Si on peut résumer rapidement sur ça, parce que ça va redescendre un peu sur tous les inconvénients et avantages. Pardon. En gros, si une solution est gratuite. Oui, c'est nos produits. Voilà, voilà, déjà, c'est vrai, c'est un véritable adage, mais voilà, si une solution est gratuite, les données vont être utilisées un peu à leur convenance. Les IA par rapport à la confidentialité. On va justement en parler, mais il y a des solutions justement qui existent, notamment il y a Maya, etc., et des Libya. En gros, il faut faire très attention quand vous utilisez une IA à bien lire les lignes sur la confidentialité de vos données. Et ces sujets-là vont être de plus en plus importants. Parce que du coup, de toute façon, on va en avoir partout. Là, maintenant, c'est fait. Chaque logiciel a sa petite, justement, touche IA. Voilà, je ne t'interromps pas plus, hein, je te laisse terminer sur la sûreté, justement. Oui, du coup, ça rejoint un peu la ligne précédente, finalement, la notion de sûreté, confidentialité et de sécurité. Donc, on va du coup avoir l'avantage de l'assistance pour certaines tâches, même pour au niveau de la sécurité informatique, hein, au final, dans les structures, etc. Enfin, l'IA va quand même beaucoup aider sur ce point de vue-là.
comme l'exemple des voitures autonomes, c'est le cas typique pour l'inconvénient, justement, c'est les dilemmes éthiques concernant la responsabilité. Parce que si la voiture conduit toute seule, hein, grosso modo, qui va être responsable en cas d'accident? C'est un peu les problématiques du moment, en fait, C'est sur ce sujet. les trois gros, c'est l'éditeur de logiciel, le constructeur ou l'utilisateur. Oui, c'est ça, ouais. Donc oui, les meilleures solutions d'IA, en fait, en soi, il y en a évidemment, mais c'est plus l'utilisation que vous allez en avoir. C'est-à-dire que une IA, ce qu'on appelle en circuit fermé, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir en gros l'héberger dans votre data center ou travailler avec une collectivité qui est souveraine de ces données, donc qui va travailler ce qu'on appelle en circuit fermé en soi. Vous avez une chance que les données ne soient utilisées que dans le même but et par les mêmes personnes. Je prends le cas de Libya ou justement de Maya, pour rester dans le domaine public. Ces solutions vont être utilisées que par des agents de collectivité à destination de ces mêmes agents. En fait, en gros, vous êtes entre agents, comme si vous travailliez ensemble, pour améliorer les utilisations que vous pouvez avoir des différentes délibérations que vous pouvez mettre, ou des rédactions, ou du sourcing, des méthodologies de travail, etc., etc. Ce qu'il faut, et ça c'est toujours très important, quand vous prenez une solution, quand vous mettez des solutions, si vous n'êtes pas sûr, vous ne mettez pas de données. Vous pouvez mettre un texte générique, il n'y a aucun problème là-dessus. L'impact va être plus écologique que justement sur la partie données et responsabilité. Mais si vous mettez des données sensibles à un CTRL-C, CTRL-V de tout votre texte dans l'IA, vous allez avoir des fuites. Et là, heureusement aujourd'hui, c'est assez compliqué de remonter l'information pour savoir qui a fait fuiter. Mais en termes de responsabilité, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite. Et généralement, quand c'est pas des très très grosses communes ou des très très grosses collectivités, c'est souvent la personne qui se sert le plus du PC qui va être pointée du doigt. Même si ça peut être un élu, par exemple. Ça peut arriver aussi. Donc, ce discours, il est autant valable, et ça je le reprécise aussi, parce que c'est important de le dire, aux agents qu'aux élus. Parce que le nombre d'élus qui utilisent l'IA aussi pour parler d'informations et pour rédiger des notes, etc., il y en a beaucoup. Donc je sais que sur ces webinaires, on est plus d'agents que d'élus, mais n'hésitez pas, vous, agents, à prévenir et montrer ce document-là ou l'écouter en podcast, parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent en podcast, cet enregistrement, pour sensibiliser sur l'utilisation de l'IA. L'IA, ce n'est pas le mal incarné, hein, ça fait partie d'une nouvelle technologie, il faut faire avec, mais il faut le faire intelligemment. Ça, c'est hyper important. Je vais reprendre rapidement la parole sur l'impact écologique. Je pense que vous savez tous que l'IA, ça consomme énormément. On a pris justement des exemples pour vous expliquer un petit peu à quel point justement ça consomme. Encore une fois, ce n'est pas pour vous dissuader d'utiliser l'IA, c'est simplement pour vous faire prendre conscience. L'idée étant que si vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure avec les exemples, des solutions qui peuvent être tout aussi efficaces et tout aussi rapides et moins énergivores, autant les utiliser. Je prends encore le cas de la rédaction, je prends encore le cas de la correction, je prends encore le cas des recherches. Si vous voulez savoir quel temps il fait demain, vous avez la météo agricole, ça fonctionne très bien, et vous avez ça sur 10 jours. Vous n'êtes pas obligé de demander à ChatGPT de savoir comment il fonctionne pour qu'il aille demander à un serveur qui est basé à Los Angeles et après à Pékin pour revenir vous voir et vous dire bon, j'ai fait la comparaison avec 18 sites différents, il va faire à 0,2 degrés la même chose que sur le site internet. Donc voilà, il faut en prendre conscience. Donc, on a fait un exemple. ChatGPT avec la version 4.0 ou 4.0, environ 400 tokens. Donc des tokens, c'est des petits paragraphes. C'est comme ça qu'il l'exprime sur l'utilisation de ChatGPT et OpenAI, pardon. Je ne vais jamais arriver à dire le premier quoi. Ça consomme donc l'équivalent de 2 Wh d'électricité, soit 2 grammes de CO2 rejeté. C'est pas énorme, hein, puis 400, il faut en faire pas mal. Mais ça représente quand même 6 fois plus qu'une recherche Google. On vous a fait, je pense, déjà beaucoup la morale sur le parallèle entre le mail envoyé et puis l'ampoule laissée allumée. Voilà. Déjà de base, on vous faisait un petit peu, justement les rapports d'utilisation et la consommation sur Internet, les mails et les recherches. Il faut vous dire que là, en l'occurrence, c'est 6 fois plus qu'une recherche Google, tout simplement. Et ça parle pas seulement d'une simple génération de recherches que vous pouvez implanter dans le deep learning, c'est-à-dire en émettant votre recherche, en créant des prompts, où ces fameux prompts, c'est des textes que vous mettez pour qualifier votre besoin, et demander en fait soit une recherche, soit une génération d'images ou une génération de documents.
c'est aussi la réponse de ChatGPT. Donc si la réponse est complexe et nécessite énormément d'informations, bah, ça va vous générer des tokens. Plus de tokens est généré, plus évidemment, ça va consommer d'électricité. On fait un parallèle. C'est ce logiciel que vous utilisez donc, du coup sur Internet ou en physique que vous pouvez avoir sur certaines machines, et ça de plus en plus. Nous, Manche Numérique, évidemment, on va s'y atteler, hein, on va proposer des machines qui seront compatibles à tout ça, mais encore une fois, il ne faut pas éviter l'évolution, il faut au moins la comprendre et la maîtriser. Pas maîtriser, au moins être informé. La maîtriser, c'est encore autre chose. Donc, le parallèle à l'infrastructure, donc tout est hébergé sur des serveurs, les fameux serveurs où sont justement traitées toutes ces données, toutes ces informations qui sont engendrées, retravaillées et redistribuées après à d'autres personnes. Donc, un serveur, un seul, hein. Donc, c'est pas un data ou une baie, c'est un serveur. C'est l'équivalent d'un sèche-linge qui consomme 6,5 kW 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est un serveur, comme n'importe quel autre serveur. Sauf que les serveurs des data fonctionnent avec des cartes graphiques, des processeurs ultra puissants, qui nécessitent justement un temps de réponse minimal et qui consomment encore plus, justement, qu'un serveur classique. Et donc ça, pour 10 à 50 requêtes, donc là on n'est même pas en token, hein, on est en requête, c'est que vous faites une demande, ça consomme 2 litres d'eau. Alors pourquoi la différence entre 10 et 50? C'est simplement que par rapport à l'étude de la DRAN de Versailles, ils sont partis sur le principe où 50 requêtes étant une utilisation optimale de, par exemple, ChatGPT, donc par OpenAI, je l'ai bien dit là, qui va bien connaître son algorithme et mieux traiter l'information, et 10 étant on va dire une IA, entre guillemets, fabriquée, faite maison à partir du code source, qui va être moins efficace et du coup consommer plus d'énergie. Euh, Bah, après, je vois donc la question de Madame Buffet en même temps. Donc, hormis les recherches Google ou Scriben, en fait, ça dépend de l'utilisation que vous avez de ChatGPT. En fait, ça dépend ce que vous voulez mettre comme recherche, ça dépend ce que vous voulez dire ou faire dire à votre recherche. Techniquement, en fait, on peut. Le ChatGPT, ça va être de l'information qu'il va trouver sur Internet ou postée par d'autres personnes dans justement les prompts qu'ils vont créer, etc., les informations qu'ils vont mettre. Donc, de toute manière, vous avez un pendant pour tout. L'IA, ça va simplifier votre demande. Et l'IA, ça sert à automatiser des process. Ça sert à ça, l'IA, en fait. C'est simplement une recherche, comprendre, vous, en fait, mieux expliquer les choses et automatiser au besoin. Donc, c'est plus l'utilisation que vous pouvez en avoir. Qu'est-ce que vous mettez dans l'IA? Bah, ça, du coup, je vais vous laisser formuler votre réponse et puis on va continuer sur l'impact écologique. Et donc, du coup, pareil pour les data centers. Donc là, on est vraiment sur les lieux où sont stockés directement. Comme nous, à Manche Numérique, on a un data center. Sauf que pour lier à la crypto, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment. Donc la crypto aussi, on a tout ce principe de mine, etc., où il faut aussi beaucoup de cartes graphiques et donc énormément de consommation d'électricité. En 2022, les data centers d'IA et crypto. Donc 2022, il faut savoir que j'ai noté ChatGPT est arrivé avec les 3.5 en 2023. On avait justement un, un cabinet qui s'appelle Gartner, qui avait fait une étude justement en 2018 pour annoncer que dans les 5 à 10 prochaines années, l'IA serait généralisée sur justement tous les process informatiques, donc de l'IT en règle générale. Donc 2022, à l'époque où je pense beaucoup ne connaissaient pas l'IA, c'était 460 terawatts d'électricité, qui représente 2% de la production d'électricité mondiale. Mondiale. Vraiment pour vous donner un peu l'idée. Simplement pour l'utilisation de la data, de l'IA et de la crypto. Donc la crypto, c'est la monnaie scripturale et pas fiduciaire, pas je me trompe cette fois-ci. Donc c'est des flux financiers qu'on va avoir avec une génération simplement de code entre différents lieux pour pouvoir les stocker, les générer, etc. C'est un autre sujet qui ne concerne pas trop la commande publique, parce que pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait de token avec Claude ou le ministère, où ils vont créer leur propre, un peu comme Trump, avec le Dodge ou ce genre de choses. C'est pas prévu? Non, je crois pas. Non, c'est pas prévu. Donc pour l'instant, on n'est pas concerné par ce sujet-là. Mais ça représente quand même, juste en 2022, 2% de la production mondiale. Je vous laisse imaginer, aujourd'hui en 2025, avec tous nos téléphones embarqués avec l'IA intégrée, les ordinateurs et l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, et la multiplication des différents logiciels qui l'utilisent, parce que tout le monde met de l'IA partout maintenant. Partout. Avec ce Berger Levrault, vous allez en avoir aussi, ne vous inquiétez pas. C'est énorme, cette consommation. Et comme je vous le dis, ça va continuer d'augmenter.
Donc, je ne veux pas être alarmiste, je veux simplement vous dire que c'est important d'en prendre compte, enfin, prendre en compte, quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Voilà. Et c'est donc le point. Tout à fait. Donc nous, on revient que là, c'est pour vous parler un petit peu du cadre légal du coup de cette IA, parce qu'on parle beaucoup de comment ça fonctionne, les cas d'usage, mais à chaque fois, la première question qu'on se pose, c'est comment on peut, est-ce qu'il y a un texte qui en parle, est-ce que cet usage est déjà réglementé quelque part. Si on reste à la base, vu que face à nous, on a des élus et des agents de collectivité, on va avoir donc tout ce qui est obligations et droits en tant que fonctionnaire, et aussi en tant que, du coup, ça peut être aussi des fois en tant que salarié privé. Tout ce qui est dit obligations de discrétion, confidentialité, qui sont des choses qui sont préexistantes déjà, mais qui vont être des principes généraux et qui ne vont pas forcément viser tout de suite l'IA. Voilà. Mais qui s'appliquent déjà. Après, donc la réglementation, si on redescend plus spécifiquement sur ce sujet-là, ce sera donc le règlement sur l'intelligence artificielle, ce qui est un règlement européen, comme le RGPD, qui est notre travail principal chez nous, celui qu'on fait appliquer. Donc ce règlement sur l'intelligence artificielle, il date du 13 juin 2024. Donc on peut dire que c'est un nouveau-né, encore là, dans les règlements européens. Qui était mais ça faisait un moment qu'il est en réflexion, et qui lui, en fait, va venir encadrer et harmoniser les règles sur la production d'outils IA. Voilà, c'est vraiment, on est plus sur la notion de production dans celui-ci que l'utilisation. Voilà, c'est là la différence. Donc actuellement, voilà, le RIA va venir vous donner des niveaux d'IA et les risques qui vont s'appliquer à ces IA, mais pour l'instant, il ne va pas venir vous dire comment vous encadrer l'utilisation. C'est plus, c'est plus les producteurs actuellement qui pourraient être sanctionnés sur la base du RIA. Il pourrait y avoir des évolutions, et voilà. Donc, ce qui fait que, en effet, vous avez des niveaux d'IA, on va partir du plus faible, du plus faible, non, du bêtise, du plus fort, pardon. Voilà, j'ai inversé. Donc, on va avoir une IA à risque inacceptable. Donc là, qui sont interdites par principe, comme la notion de collecte de données sensibles interdite par principe, sauf cas, décrets, lois qui vont venir explicitement autoriser cet usage. Voilà. Ça, c'est quelque chose, ça va être interdit parce que ça va être une menace réelle pour la sécurité ou les droits de l'homme. Donc là, il va falloir bien justifier qu'on a besoin de cette IA. C'est des choses qu'on trouve plus au niveau politique. Donc notamment tout ce qui est avoir l'IA pour classer les gens, pour faire du crédit social, ou la reconnaissance faciale pour reconnaître un type de population en particulier et qui va être considéré comme de la discrimination. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. Alors, je l'espère pour l'instant que ça n'arrivera pas en France, mais on l'a déjà vu dans le monde. Voilà. Et ça, c'est des choses qui, pour l'instant, chez nous, en Europe, ne sont pas possibles. Après, le niveau en dessous, ça va être les IA à haut risque. Donc là, ça va toucher des domaines sensibles. Donc, ce n'est pas interdit par principe. Vous voyez, déjà, on commence à ouvrir un petit peu. Mais ça peut constituer une menace pour la sécurité ou les droits de l'homme. Donc, ce qui fait que déjà, c'est des choses très encadrées et vérifiées quand même. Donc, on va avoir ça, par exemple, dans des secteurs sensibles, comme de l'aviation, au niveau médical, où il y a beaucoup de traitements de données sensibles, ou des infrastructures essentielles. Donc, c'est de se dire que, par exemple, si cette infrastructure tombe, ça peut impacter tout un pays ou ce genre de choses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses très contrôlées à ce niveau-là. Après, on redescend d'un cran encore, et là, on va avoir des IA à risque faible. Donc là, on considère qu'il y aura peu d'impact sur la sécurité ou les droits des personnes. Donc là, c'est des choses que vous avez déjà peut-être utilisées, le fait d'échanger avec un robot pour parler à votre mutuelle, parler à votre conseiller, que ce soit au niveau du téléphone, par exemple, ou des IA génératives courantes à qui vous pouvez poser tout un tas de questions et qui sont bien souvent innocentes, et voilà, mais qui sont plus des aides dans votre vie. Et c'est là on rappelle le fait de faire attention à ce que vous versez dans ces IA quand vous posez des questions.
Voilà, vous vous demandez, est-ce que j'ai besoin de dire le nom de mon fils pour faire quelque chose dedans? Est-ce que j'ai besoin de mettre son certificat pour mettre un certificat médical ou des choses comme ça, quand je peux juste demander un modèle? Enfin, voilà, c'est de se poser toutes ces questions-là avant. Et après, le niveau en dessous encore, c'est là où on considère qu'il y a quasiment zéro risque, le risque minime. Et ça, c'est des choses des fois qui tournent même à notre insu, je dirais. C'est un petit peu quand vous jouez dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Il va y avoir de la création numérique ou des choses comme ça. Et ça, vous allez plus le voir, même plus que le vivre. Mais voilà. Ou ça va être aussi des choses au niveau professionnel, sur vos mails. Vous allez avoir des IA qui vont filtrer vos mails. Et des fois, vous en bloquez certains ou des solutions qui jouent dessus, ou quand vous recevez un mail, d'abord va tout vérifier, scanner et demander à ce que la personne s'authentifie. Ça, c'est les différents niveaux de risque qu'on peut trouver dans le texte. Et donc, c'est pour ça que, voilà. Et comme je disais, le RGPD, évidemment, est toujours là quelque part. Il n'est pas oublié. On va enchaîner rapidement sur justement la partie droit et problème de charte. On va aussi répondre après aux questions. J'en ai vu passer, vous inquiétez pas, on va y répondre à la fin. Du coup, oui, comme on est DPO et qu'on intervient sur ce sujet, on est quand même obligé de parler un peu du RGPD. C'est pas drôle. Et de toute façon, vous l'avez compris, hein, il y a vraiment beaucoup de traitements de données, hein, donc données personnelles et non personnelles. Mais donc là, on va s'attarder un tout petit peu sur les données personnelles. Je vais pas rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, dans le RGPD dans sa globalité, mais plus axer mes propos sur les droits des personnes dont on traite les données, donc les usagers notamment, par exemple. Il y a quelques droits qui existent et on a fait un petit focus sur 4 pour bien les avoir en tête quand même. Donc du coup, on a en premier lieu le droit d'accès. Donc pour rappel, c'est la possibilité pour l'usager, par exemple, de demander l'accès à ces données, à savoir dans la mairie, quelles données vous avez sur lui, je ne sais pas, au niveau de l'état civil, par exemple, ou de l'urbanisme, enfin voilà, ça dépend un peu des sujets qu'il évoquera. Et donc avec l'IA, le droit d'accès, il peut être plus ou moins facilité, hein, ça va dépendre un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les avantages et les inconvénients. De savoir si on a injecté de la donnée, par exemple, concernant l'usager dans l'IA, donner l'accès sur ces données-là, ça sera peut-être un peu plus compliqué, d'où l'importance du coup de bien étudier l'IA qu'on veut utiliser avant de l'utiliser. On a aussi du coup le pendant un peu du droit d'accès, c'est le droit à l'effacement. Donc comme son nom l'indique, c'est la possibilité de demander l'effacement de ces données. Et là, de la même manière, effacer les données sur l'IA, ça peut s'avérer très complexe en fait, hein, voire même impossible. Du coup, c'est vraiment des choses qu'il faut bien avoir en tête quand on injecte de la donnée personnelle dans l'IA. À côté de ça, on a le droit d'opposition. Le droit d'opposition, grosso modo, c'est l'usager qui va demander à ce qu'on arrête d'utiliser ces données pour un traitement déterminé, par exemple l'envoi de newsletter, ou là, par exemple, l'IA pourrait intervenir, par exemple. Mais on garde ces données, là, on ne la supprime pas, mais juste on arrête d'utiliser ces données pour ce traitement concerné, qui est la newsletter. Donc, c'est aussi une problématique au niveau de l'IA parce que pouvoir appliquer ce droit finalement d'arrêt d'utilisation de la donnée pour un type de traitement, ça peut être compliqué également finalement. Et le dernier droit qui est quand même assez important, c'est le droit de l'intervention humaine en cas de décision automatisée. Donc on parlait un peu tout à l'heure des droits sociaux. Dans l'attribution par exemple d'aide financière, si c'est l'IA qui prend la décision et que toute la décision est basée sur ce que l'IA dit et qui par exemple refuse de donner l'aide financière, l'usager pourra demander à ce que la décision soit prise par une personne physique, qui n'est pas un robot en grosso modo. Et du coup ce droit-là, il a toute son importance en tout cas aussi dans le développement et l'usage de l'IA. Et même pour les RH, par exemple. On voit aussi la solution RH de Trick TV, qui existe depuis des années, c'est pas récent. Et là, c'est pareil. Vous risquez de plus en plus d'avoir des demandes justement de décisions humaines et de devoir justifier ça.
Et ça, je pense que dans le logiciel, c'est pas indiqué. Oui. Non, juste pour du coup, rattacher les wagons, Ouais. pour chacun des droits, il y a des conditions parfois à remplir pour soit pouvoir exercer ce droit, ou alors pour se dire que, ben, en fait, non, on va pas donner accès au droit, à la demande, en fait. Du coup, si jamais vous avez un DPO, nous par exemple, ben, n'hésitez pas à le contacter parce qu'il y a des délais pour répondre, etc. Et du coup, nous aussi, on pourra vous répondre, vous aider à répondre en tout cas à ces problématiques. Oui, tout l'idée du webinaire, c'est d'essayer de vous donner donc, les problématiques, mais de vous donner à minima des solutions ou des gens qui peuvent travailler sur ces solutions-là. Et justement, bah, c'est un bon pont qu'on fait. Tu veux en parler de ça? Je pense que ça peut être intéressant. Le short, Non, de la charte d'utilisation. le short, si tu veux, oui. Rapidement, juste pour clôturer. Alors après, voilà, donc le dernier point, c'est que justement, l'IA, c'est un point que pour certains, il paraît évident que se servir de l'IA doit être encadré, mais du coup, ça peut passer par le fait de faire passer une charte IA, par exemple. Parce que vous avez, certains d'entre vous ont des chartes informatiques, potentiellement, dans leur structure. Ça peut être en fait un complément à cette charte informatique de faire un focus sur l'IA parce que c'est quand même un outil un peu qui est spécifique à côté, qui a des modes de fonctionnement un peu plus, on va dire, des fois même intrusifs. Enfin, voilà, donc, ce qui fait que ces chartes d'utilisation de l'IA sont des bons outils pour sensibiliser, que ce soit agents ou élus, aux usages dans la collectivité. La collectivité, parce que de toute façon, on n'a que ce public-là, normalement. Bah, normalement, oui. Voilà. Il y a des modèles qui existent en ligne qui peuvent être trouvés, comme il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider à les rédiger, des gens qui peuvent faire des prestations, voilà. Mais il y a déjà des modèles gratuits qui existent, donc comme listé au niveau du portail de la DGFiP, au niveau de la Banque des territoires et éducation.gouv. Voilà, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous baser pour vous-même et adapter parce que, comme toujours, dans ce genre de texte, il faut bien rester sur votre contexte à vous, parce que certains sont trop complexes, trop poussés pour votre structure dans certains cas, et deviennent trop lourds à mettre en œuvre, et ça devient une machine à gaz, quoi. Une machine à gaz, pardon. Ça marche aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses. Bah, non, c'est ça. En fait, c'est des liens qu'on vous a mis à disposition. Donc, si vous voulez, on peut vous envoyer de toute façon le PDF de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou envoyer un message à contact@manchenumérique.fr ou service-numérique@manchenumérique.fr. Ce sont des liens qui sont du coup mis à disposition donc, par la DGFiP, par la Banque des Territoires, l'Éducation nationale. Donc, on a la région département pardon, d'Ille-et-Vilaine, métropole de Nantes aussi également, qui ont fait des chartes. Ça peut vous inspirer. N'hésitez pas à vous inspirer si vous en avez besoin. En tout cas pour ça. Alors, on va. J'ai vu qu'on avait une question. Ouais, on en a plusieurs. On va clôturer justement ce webinaire en questions-réponses. C'est vrai qu'on a attendu un petit peu, donc on va essayer de garder le peu de temps. En tout cas, merci pour toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont assisté justement à ce webinaire. J'espère que ça a été instructif et que ça vous servira, en tout cas dans le futur. On va passer maintenant au volet questions-réponses. Donc n'hésitez pas à reformuler des questions, à poser des questions. On est là pour ça. Si on doit passer une demi-heure, on passera une demi-heure. De toute façon, moi j'ai réservé la salle encore pour une heure. Donc elle est encore à nous pendant ce temps-là. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Les personnes justement qui ont eu juste besoin d'avoir les informations, bah, je vous remercie. On vous enverra de toute façon automatiquement à toutes les personnes qui ont participé et qui sont même inscrits donc l'enregistrement de ce webinaire. Donc n'hésitez pas. On va vous envoyer tout ça. Alors. Moi, je revenais un peu sur Madame Buffet. J'espère que vous avez pris le temps un petit peu aussi de retravailler votre question, parce qu'elle était très intéressante. Et j'aimerais bien avoir justement un exemple, en dehors des cas d'usage qu'on avait présentés en amont, sur justement les différentes utilisations qu'on peut avoir de l'IA. Moi, ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas justement à remettre dans le chat si vous avez pu affiner votre question sur les fameuses exemples alternatifs de recherche. Parce que j'aimerais bien savoir à quoi peut vous servir justement ChatGPT. Donc, Monsieur Lem, alors, Monsieur Lem, donc revenir un petit peu sur votre question. Donc, je vais être très franc hein, dans mes réponses. En fait, c'est tout simple. L'IA, c'est un outil de simplification. Donc, ça vous simplifie la vie. C'est son utilisation première.
Et on en est tous très contents, parce que c'est vrai que même nous, utilisateurs, moi, à titre personnel, j'utilise l'IA. J'évite d'utiliser le plus possible à titre professionnel, parce que bah, ça nous est interdit, tout simplement. On n'a pas à utiliser en tant que agent, nous, du syndicat de manche numérique, l'IA pour nos besoins professionnels. Donc, je m'en sers juste à titre privé, donc pour mes besoins propres. Et du coup, bah, la première question, donc résumer un document de PDF de 10 pages, eh ben, il n'y en a pas. Il faut prendre le temps de le lire. Clairement, il n'y a pas de solution particulière autre que l'IA aujourd'hui pour justement résumer un document de 10 pages, 20, 30, 40, etc. Donc c'est sûr que l'IA va beaucoup vous aider là-dessus. Après, encore une fois, est-ce que on peut aussi jouer à ça, hein. On a commencé un petit peu à travailler sur ces sujets-là, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le temps d'un agent qu'on va mettre à la lecture de ce document, à résumer ce document pour un autre agent, un élu ou autre, est-ce qu'il est euh, intéressant autant financièrement que écologiquement, parce que c'est pareil, c'est du temps qu'il va mettre à ne pas faire autre chose, c'est de l'électricité qu'il va utiliser à faire ça, peut-être même imprimer ce document pour pouvoir le relire plus confortablement. Même nous, on est à l'ère du numérique, j'ai quand même des feuilles papier, parce que j'ai besoin d'un support papier pour faire tout ça. Donc, effectivement, voilà, il n'y a pas de réponse magique malheureusement pour ça. Donc, pour un PDF de 10 pages, c'est pareil, vous n'avez pas de solution particulière autre que l'IA ou un agent pour résumer ça. Vous n'avez pas 50 solutions. Pour ce qui est de la rédaction de notes classique de 2 pages, c'est pareil. Soit vous vous basez sur l'expérience d'un agent, soit vous passez faire des recherches sur Internet, ou troisième solution, vous avez aussi l'IA. En gros, l'IA, c'est vraiment la solution pratique, magique, mais il faut quand même en avoir conscience que les données que vous allez récolter de votre recherche ne sont pas forcément fiables à 100%. Donc c'est pour ça que là, c'est important d'utiliser l'IA comme un outil, mais pas comme une destination en soi, une fin en soi plutôt. Parce que je prends le cas aussi, par exemple, une image basique. Enfin, ce que vous appelez une image basique, on a des services comme la communication, le graphisme, ou même des indépendants qui peuvent vous faire ça contre quelques dizaines d'euros. Donc pas forcément obligé, et ça, la commande publique va me tomber dessus, mais de faire des marchés pour ça. Mais regardez un petit peu, enfin, on va dire, un marché est un marché, même si on fait du gré à gré, ça reste un marché. Mais 3 devis, c'est un marché, c'est vrai, dans le sens vrai. L'utilisation qu'on a aujourd'hui de l'IA peut mettre en péril beaucoup de choses. Il faut savoir que même pour l'utilisation et la création d'une image basique, l'image basique, elle est générée par rapport à des centaines, des milliers, voire des millions d'anciennes images qui ont été générées sur Internet pour condenser comment dire, une image qui veut ressembler par rapport à votre prompt, donc votre demande. Donc toute cette création n'est pas issue d'une magie, c'est issu simplement d'une contraction de plein de dessins ou d'images ou de photos existantes. Donc tout ça est créé de l'humain déjà de base. Donc de toute façon, tout ce que vous avez en pendant de l'IA, vous l'avez avec un être humain que vous pouvez justement soit contacter pour une mission ou pour un instant T. Vous avez aujourd'hui maintenant, et je prends le cas parce que justement tu es là, mais vous avez aussi des alternants qui sont aussi là et qui peuvent aussi apprendre ce métier-là dans votre collectivité et qui vous permettent justement d'avoir cette solution aussi, autre que l'utilisation de l'IA à tout va et que malheureusement, pense sur la question de la consommation électrique, tout à fait. Mais c'est vrai que peut-être que tu consommes plus que ChatGPT en consommation électrique, et donc c'est possible. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de solution. Ah oui, non, d'accord. Vous voulez pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Et ben ça, tout ce qui est consommation, en fait, c'est ça, c'est au niveau des prompts, etc. Vous allez l'avoir de toute manière, un peu le même principe que j'avais mis sur la précédente diapo. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'IA que vous utilisez, ça va dépendre de la fréquence que vous utilisez, ça dépend de ce que vous lui demandez à générer. Et en gros, vraiment, il faut savoir que une simple requête classique, c'est 0,2 kW. Non, c'est 0,002 kWh. Je vais vous dire, pas de bêtises. Tac, tac, tac. Voilà, 1000 mots, c'est 0,01 kWh. Une correction d'orthographe, c'est 0,002 kWh. Les mises en page, c'est pareil, c'est 0,002. Et voilà, une requête, c'est 0,3 Wh. Donc c'est peu, c'est pas énorme. Mais mis bout à bout, c'est vrai que c'est des consommations assez importantes. Alors, concernant la partie DPO. Alors, Madame Destro, ma question c'est, parce qu'on a rayonné un peu sur beaucoup de collectivités, nous, nos DPO, elles travaillent dans la Manche, un peu dans le Calvados,
On peut s'étendre, mais ça dépend des demandes. Voilà, ça dépend des demandes parce qu'il faut savoir que le service DPO se déplace, donc ils vont en collectivité, on ne fait rien à distance. Donc, si vous pouvez au moins nous dire dans quelle collectivité vous êtes, et on vous dira. Sinon, après, il y a. Dans la Manche. Bon, il n'y a pas de problème alors. On pourra vous contacter. Mais, attention, si vous êtes public, c'est important de préciser, parce qu'on travaille qu'avec le public. Donc, si vous êtes une société privée, c'est pas possible. On vous dit tout de suite. Quand je dis public, c'est pouvoir adjudicateur, donc si vous avez la capacité de pouvoir passer des marchés. Une mairie, bon, parfait. Eh bien, écoutez, on va laisser le mail en commentaire et puis. C'est juste pour faire le mail, c'est service.dpo, en fait, je viens de me rendre compte. Ah, service.dpo, c'est pas Oui, service DPO. voilà. Bon, bah. Donc, si vous voulez nous contacter, ce sera plus efficace en mettant le point entre service et DPO. Mais, c'est ma faute. mais il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas, du coup, à nous faire un mail avec vos questions et nous, on reviendra vers vous, on parlera du service en lui-même. Je ne peux pas le corriger en live, celui-là. Ouais, c'est pas grave, sinon je crois que ça fonctionne quand même une fois qu'on avait. Alors, on va continuer les questions. Hop. Alors, peut-il modifier les données d'un autre utilisateur? Alors, non, pas à ma connaissance. On ne peut pas modifier des choses qui existent déjà. Internet, comme on dit, n'oublie rien. Donc, à partir du moment où c'est posté, vous ne devriez pas avoir de soucis particuliers. Après, là où je mets par contre une alerte, c'est justement sur tout ce qui est documents administratifs ou autres. Si aujourd'hui vous avez une multiplication des certificats électroniques, des accusés-réceptions électroniques, au genre de choses, c'est justement pour ne pas avoir à prouver par A plus B que ce texte est bien l'original et posé à telle date. Vous pouvez, par exemple, je sais pas, vous prenez le cas d'une note. Une note n'a pas besoin d'être modifiée par l'IA pour modifier une date. Vous pouvez le faire avec Paint. Vous allez juste arriver sur notre note, vous changez la date, vous changez la signature, vous faites un copier-coller, vous dites, bah non, vous voyez, cette note-là a bien été du produit au bon endroit. L'IA peut le faire, un être humain peut le faire. Faire des faux, c'est pas des choses qui sont les plus compliquées à le faire. Par contre, imiter une signature électronique, en tout cas avec un certificat IDAS, je prends le cas de nous, les solutions qu'on a à Manche Numérique, ça c'est assez infalsifiable. Parce que justement, ce sont des signatures générées par un logiciel qui sont uniques à chaque signature. Donc voilà, c'est des choses où on ne peut pas se falsifier. Je ne peux malheureusement pas joindre le PowerPoint via le chat parce que je n'ai pas encore généré en PDF. Donc du coup, je vous le ferai plus tard par mail. Tac, PDF, ok. Quelqu'un fait une recherche sur notre structure, peut-il retrouver une information confidentielle? Excusez-moi, je le dis à voix haute. Donc, quelqu'un qui fait une recherche sur notre structure peut-il se retrouver avec une information confidentielle d'un document que nous avons demandé de retravailler? Oui, 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 oui. Si vous avez mis ce document sur un logiciel gratuit, style ChatGPT, Mistral AI ou autre, ils peuvent retrouver l'intégralité de ce document avec une simple requête. Et c'est très facile à trouver. Je l'ai testé et on a vu les conséquences. Non, vraiment là-dessus, il faut faire très attention. Je suis désolé d'être alarmiste là-dessus, mais c'est important. On fera tous des erreurs. C'est une nouvelle technologie. Là-dessus, on est comme des enfants. On apprend nos erreurs et ça, on le fera toute notre vie. Et quand on a quelque chose de nouveau, on est super content de l'utiliser. En plus, ça fonctionne bien, ça réagit bien, ça nous fait gagner du temps. Et c'est assez impressionnant et très agréable. On est agent public, on a de moins en moins de moyens pour justement avoir déclenché des ETP supplémentaires pour nous assister dans notre travail, d'avoir un outil numérique gratuit qui nous permet de nous soulager du temps, respirer un petit peu et passer à d'autres tâches un peu plus chronophages ou qui traitent avec de l'humain. Bah, c'est vrai que ça nous attire énormément, c'est normal. Mais non, je demande confirmation à mes collègues DPO. Je pense que oui, effectivement, on peut trouver l'intégralité du document en posant les bonnes questions quand c'est posé sur. Oui, ça a déjà été réussi, mais un test comme ça, c'était sur une liste d'élèves, je crois, qui avait pu être retrouvé complet. Ouais. Donc voilà. Donc oui, monsieur Laine, excusez-moi, je pensais que vous parliez de l'utilisation, quel type de remplacement. Donc ouais, la consommation d'électricité et d'eau, à la marge peut être faible, mais elle reste toujours plus importante, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez, vous m'enverrez un mail directement sur ma boîte mail et puis je vous enverrai les différentes sources un peu plus en détail que j'ai pu faire justement en recherche de mon côté pour le webinaire.
On a eu beaucoup d'informations intéressantes là-dessus et c'était intéressant. C'était intéressant, pardon. À nous tester Delibia ou Maya. Alors, Delibia et Maya, là, je vous laisse, je vais vous mettre le mail d'ailleurs dans le commentaire. Donc, nous, le service Manche Numérique, justement, travaille un peu dessus, sur la partie de la commande publique. N'hésitez pas à leur poser une question directement. C'est des sujets justement qu'on est en train de voir aussi, à savoir est-ce qu'on s'y attelle ou pas. Donc on est en train de faire des études, notamment sur la partie protection des données, avec la partie DPO. Posez-leur des questions, eux ils sont en train de travailler dessus. Donc n'oubliez pas que Manche Numérique, on est un service public de mutualisation. Donc si on peut vous donner des informations directement, contactez-les et je pense qu'ils seront plus à même de vous répondre. Malheureusement là, après moi, sur les détails de certains logiciels comme ça, je n'utilise que très peu. Donc, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là. Il y a 3 M à commande publique. Ah oui, il y a 3 M. J'en ai fait. Non, mais c'est mon ordinateur aujourd'hui n'a pas envie. Est-ce qu'on aime beaucoup la commande publique? Bah oui. Donc on met beaucoup de M. On met beaucoup d'elle. C'était moi, je dis même gamelle aujourd'hui. Ah, EDM, c'est mieux. Oui. C'est moi. Ouais. Alors, oui. Alors, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous avez mis sur YouTube, je ne sais pas, je ne peux pas dire le lien, mais vous avez Cache Investigation qui a fait récemment justement un documentaire. Donc, c'était principalement sur les questions le sujet de la thématique, c'était la technologie qui est notre nouveau patron, quelque chose comme ça, qui parlait des livreurs Deliveroo, Uber Eats, etc. Et donc, on avait aussi ce pendant de Google avec l'utilisation de l'IA et comment on va dire, entraîner l'IA. Et c'est un sujet qui est assez prenant, notamment sur les parties éducation des drones militaires, qui sont aussi sujets à controverse. Et c'est voilà, faut être en de bonne humeur hein, si vous voulez regarder ce documentaire-là. Mais voilà, c'est des choses qui sont aussi importantes. Tac, 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 tac. Ok, donc je vois qu'il y a des demandes pour les PDF. Bah, écoutez, je vous les enverrai. De toute façon, je regarde l'historique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Mais surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, même si vous ne les avez pas maintenant, hein, c'est pas très grave. Vous pouvez solliciter les DPO, elles seront ravis, du coup, avec le bon mail, hein, service.dpo@manchinemail.fr. Et ouais, je pense que je ferai un envoi groupé pour le PDF, ça sera beaucoup plus simple, je l'enverrai à tout le monde. Pour ceux que s'il y en a qui sont déjà avec nous et qu'on voit bientôt, n'hésitez pas à nous en reparler en réunion aussi. Voilà, c'est possible. Donc pour ceux qui n'ont pas été présents, même principe, vous allez recevoir du coup cette vidéo. Malheureusement, elle a commencé un peu tard parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Heureusement, je m'en suis rendu compte après l'introduction. On n'avait pas trop commencé encore. Je crois que ça allait. Ouais, c'était à peine. Tu as vu aussi, c'était juste après le sommaire. Donc vous n'avez pas raté grand-chose, ne vous inquiétez pas. Je le dis à la fin parce que je ne voulais pas couper. Mais voilà, si vous avez des questions, donc encore une fois, service.dpo@manche numérique, ou nous appeler directement au standard et puis demander soit service DPO ou soit moi-même, mais là-dessus après, je ne vais pas vous aider beaucoup sur la partie juridique. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais ça va être assez limité. Mais voilà, essayez principalement de vous protéger, de protéger autant votre fonction que votre collectivité. Et pour ça, ça passe par l'utilisation et la bonne utilisation de cet outil qui est magique et très pratique, mais qui peut avoir des revers. C'est tout bon? C'est tout bon pour moi. Eh ben, merci à toutes et à tous. Et puis, au plaisir pour le prochain webinaire qui traitera notamment de l'utilisation de Berger-Levrault et surtout du CFU, le compte financier unique, une thématique tout aussi intéressante et fun que l'IA. J'espère vous voir autant présent qu'à ce webinaire-là. Et je vous souhaite en tout cas un bon mois et à très bientôt. Merci, au revoir. On va essayer de discuter encore un petit peu. Moi, c'est pas passé. Oui.
c'est perturbant en fait de faire un écho. Oui. Ta personne à qui tu dis un peu, à qui tu parles. Ouais. C'est ça qui me perturbe toujours sur ces trucs-là. Moi. Bah, après, ouais. Mais oui, le micro, il est encore activé, non? Non, on est en... Là, je ne peux pas mettre fin à l'événement tout de suite, mais du coup, il y a... Il y a encore les gens qui te. Ouais. Ok. Ah, il y a Annie qui... Annie. On nous entend encore? Laura, elle dit qu'elle nous entend encore, en fait. Ah, mais je crois que Annie nous entend parce que elle fait partie des personnes organisatrices. Oui, mais pas Laura. Alors aussi. Bon, puis on va mettre fin tout de suite. Ah oui, elle a peut-être rejoint le. C'est pas grave, on peut le couper. Ouais, non, mais c'était super. Hop. De toute façon, il reste 13 personnes.